Maryse. Merci Maryse. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Très bien. Alors, je pense que nous avons eu le temps de nous familiariser un peu avec la thématique de cette édition. Nous avons eu aussi le temps de célébrer un tout petit peu le moment spécial que nous vivons au Maroc en ce moment. Nous avons aussi eu le temps de comprendre un peu comment est-ce que Ifrane Forum souhaite apporter sa pierre à l'édifice d'une Afrique qui cherche sa prospérité, qui la construit. Nous avons souhaité ouvrir cette édition par un panel pour évaluer l'impact de la COP27 sur le continent. Ça nous permettra déjà de dresser un décor, parce que je pense qu'il est important de savoir où on est et d'où on va, et quel est notre point de départ. Souvent, l'objectif, lorsqu'on veut identifier un point de départ, c'est voir comment est-ce qu'on peut construire dessus. Je ne suis pas sûre que c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, j'ai le plaisir de modérer ce panel d'abord, et d'avoir comme intervenants deux personnalités qui se sont illustrées sur le sujet de façon complètement différente. Alors, je sais que notre ami Marc est en train de donner une déclaration à la télé, donc le temps qu'il nous rejoigne, mais je peux déjà inviter Yero Sarr à monter sur le podium. Très bien. Alors, Yero, bienvenue. Alors, Yero Sarr. Allez-y. Eh, vous avez vu ça? Voilà. Très bien. Excellent. Merci. Non, c'est bon. Très bien. Et le drapeau aussi à côté, comme ça on peut se poser. Merci beaucoup. Alors, Yero Sarr est cofondateur du mouvement Fridays for Future. Il nous vient du Sénégal. C'est un jeune Sénégalais de 21 ans, né en Côte d'Ivoire. En 2019, il commence à s'intéresser aux questions climatiques et fonde la même année la branche sénégalaise de Fridays for Future. Afin d'étendre son combat pour défendre l'environnement au-delà de nos frontières, il lance aussi dans la foulée Act on Sahel et intègre les Young Afro Climate Warriors. L'engagement de Yero et ses actions ont fait écho sur la fenêtre internationale et occasionné quelques distinctions, parmi lesquelles sa nomination par Forbes Africa dans le top 30 des jeunes qui impactent et influencent le développement du continent africain. Je suis particulièrement heureuse d'avoir Yero parmi nous aujourd'hui. Marcona, vous êtes de retour, donc nous aimerions peut-être vous accueillir avec nous. Ah, bah écoutez, non, très bien. Non, on ne va pas vous déranger, vous allez rester là où vous êtes. Et c'est nous qui allons nous déplacer à côté de vous. On est entre nous et je pense qu'on peut se permettre de changer un peu les configurations. Yero, allez-y. On va vous rejoindre ici. Vous n'avez pas besoin de monter, on ne va pas vous déranger. Alors, Marcona, c'est un très grand honneur et plaisir de l'avoir parmi nous. Marcona est le fondateur et secrétaire exécutif de Brain Forest, une ONG qui a pour mission d'informer et accompagner les parties prenantes pour une gestion durable et équitable des ressources naturelles au Gabon, tout droit de Libreville. Acteur engagé dans la lutte contre le changement climatique, il a mené des efforts pour révéler les accords à l'origine d'un premier minier chinois au Gabon qui menaçait les écosystèmes de la forêt équatoriale. Il a remporté le prix Africa Goldman pour l'environnement en 2009 pour son travail. Depuis janvier 2020, très bien. Alors, je pense que ce que j'ai cité, c'est un petit aperçu de ce que mes chers invités, nos chers invités ont pu réaliser en matière de lutte pour la résilience climatique pour le continent. Et justement, tout l'intérêt, c'est d'écouter pendant ces interventions un peu plus sur leur combat, mais comment leur combat a pu impacter justement la cause sur laquelle ils travaillent. J'ai envie de commencer par vous poser une question très simple avant de parler de l'impact de la COP27. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que votre combat a du sens? Est-ce que vous sentez que le travail que vous faites crée de l'impact? Je vais peut-être commencer par Marc, et puis après on reviendra vers vous. Marc. Merci Khadija, merci de m'avoir invité à ce grand forum
qui a démarré à Ifran et qui se retrouve ici à Casablanca. Et je pense que l'espoir que j'aimais, c'est de voir ce grand forum, ce forum devenir une COP africaine. COP africaine, c'est-à-dire la même dimension, parce que pour répondre à votre question, le travail que nous avons fait a un impact. La preuve, on se retrouve aujourd'hui ici pour parler de la responsabilité africaine dans la lutte pour le changement climatique. Je le dis parce que quand nous avons commencé il y a 20 ans, beaucoup pensaient que la problématique sur les changements climatiques était un sujet consacré aux élites, aux intellectuels, et puis que ce sont des colons entre griffes qui sont venus pour nous apporter ce débat sur la table. Malheureusement, ce qu'on a oublié, c'est que nous, Africains, nous sommes les gardiens du temple. La conservation ne nous vient pas du nord, de loin. Nous le faisons sans le faire, sans le savoir. Parce que je dis souvent au public que je croise à travers le monde que nous n'avons pas appris à ne pas manger telle ou telle espèce animale parce qu'on nous l'a appris. C'est parce que ça fait partie de notre tradition. Nous n'avons pas appris à conserver des espèces végétales. Vous avez des arbres qui atteignent des dimensions impressionnantes en Afrique. Ce n'est pas parce qu'on nous l'a appris, c'est parce que ça fait partie de notre tradition. Et par conséquent, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la communauté internationale, dans toute sa globalité, prenne conscience de la protection de notre écosystème, de notre environnement, de nos essences et de nos espèces animales, pas pour le tourisme, mais pour la survie de l'humanité. Parce que chaque espèce, chaque élément de notre écosystème fait partie des éléments pour que nous soyons en équilibre ici. Je suis fier de me retrouver ici parce que nous allons débattre de tous les éléments qui constituent le combat que nous menons depuis des années, et entre Africains, surtout pour passer un message que l'Afrique doit arrêter d'être le mendiant de l'humanité sur des problématiques que ce même continent peut résoudre. Merci. Merci Marc. En tout cas, ce qui est clair que c'est votre combat, vous le portez, et je pense qu'aujourd'hui, il est important aussi de changer ce paradigme. Il ne faut plus que ce soit le combat de Marc ou de Hero, mais il faut que ça devienne vraiment le combat de tout le monde, mais de façon appropriée, de façon sincère. Comment faire tous les jours pour contribuer un tout petit peu, parce que c'est en contribuant chacun et chacune de nous à sa manière que nous pourrons y arriver. Hero, est-ce que vous sentez que votre combat a du sens? Est-ce que vous sentez que votre combat crée de l'impact? Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à IFRAM Forum pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour nous de parler de la question climatique. Tout d'abord, comme l'a dit M. Marc, d'abord, nous avons nos premiers acquis. C'est que nous avons réussi à démocratiser un peu la question climatique. Nous avons permis aujourd'hui à énormément de jeunes, surtout les jeunes du continent africain, à prendre conscience de la gravité de la situation et à montrer à quel point il est important pour nous de monter au créneau et de demander des actions concrètes. Au-delà de ça aussi, notre combat a eu énormément d'impact, vu qu'aujourd'hui, il n'est plus question dans d'autres sphères, je ne dirais pas en Afrique, vu que même si le travail est en train d'être fait, mais il n'est plus question dans d'autres sphères de prétendre à occuper un poste électif sans pour autant avoir un programme climatique bien défini. Ça, c'est déjà une première avancée. C'est ce qui veut dire déjà que avant d'espérer ou bien avant de diriger quoi que ce soit, vous devez d'abord avoir un programme climatique. Ça, c'est l'un des acquis que nous, jeunes militants, avons réussi à avoir. Et aussi apporter la voix des sans-voix. Surtout ça. C'est-à-dire, il y a les plus impactés du Sahel, les plus impactés de l'Amérique du Sud, dans les
contrées très lointaines ne peuvent pas porter des voix. Et c'est nous qui portons ces voix pour ces populations-là. Merci Hérault. J'entends tout à fait ce que vous dites et je pense qu'effectivement, on commence à voir effectivement ces programmes électoraux inclure une rubrique changement climatique et action pour le climat. Maintenant, est-ce que c'est réellement ainsi qu'on pourra faire changer les choses? Maintenant, on commence à changer les mentalités. C'est une certitude pour rester dans la politique, parce que finalement, les COP, c'est de la politique. Pensons-nous que pensez-vous de la COP 27? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la COP 27 a été une étape importante pour le renforcement de la résilience climatique pour l'Afrique? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a apporté quelque chose de particulier pour le continent? Je vais peut-être décevoir ceux qui ont un espoir sur les COP. Alors, vous savez, j'ai participé à la dernière COP, c'est celle de Paris. Et j'ai décidé de ne plus prendre part au COP. Première raison, si vous lisez le communiqué final de chaque COP, c'est toujours mentionné, les grandes puissances ne sont pas tombées d'accord sur quelque chose. Ça ressemble à ce que nous vivons en Afrique à chaque élection. L'élection s'est bien passée malgré... donc, on n'a pas réussi. Ce sont des événements purement politiques. Or, nous sommes dans un domaine non seulement technique, mais pratique. La COP 27 a été baptisée COP africaine. Je refuse de parler de COP africaine. Il n'y a pas de COP africaine. C'est une COP. C'est une conférence des Nations Unies sur les questions climatiques. Nous partons de la COP 27. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la COP 15. Est-ce que les COP se limitent à tourner dans les continents? Il y a eu la COP en France, l'Europe, Glasgow, Europe, Marrakech, Afrique, et puis l'année prochaine, c'est à Dubaï. Toujours la même rengaine, on n'est pas tombé d'accord sur telle ou telle chose. Pendant ce temps, les gaz à effet de serre ne font que... On n'a pas réussi à réduire. Pourquoi? Parce que les grandes puissances, les grands pollueurs, comme on les appelle, la Chine, l'Inde, les États-Unis, personne ne veut s'engager, personne ne veut lâcher du lest, personne. Alors, je crois que vous avez bien planté le décor en disant, est-ce que le changement climatique va se limiter à la compensation, va se limiter à l'atténuation de tel ou tel? Non, ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, les COP sont devenus des enjeux financiers. Est-ce que vous imaginez les émissions de gaz à effet de serre quand on mobilise 40 000 personnes à Sharm el-Sheikh, avec toutes les rotations d'avions, et pendant 2 semaines, on est sur place? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire on contribue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Pour parler de mobilisation des fonds, vous imaginez les montants qui sont engloutis dans l'organisation des COP, et pourtant c'est ces financements qu'on recherche pour venir à bout des problèmes climatiques. Pourquoi dépenser autant d'argent, se retrouver et terminer avec un communiqué qui dit qu'on n'a pas réussi à telle ou telle chose, ou bien on n'a pas réussi à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour... Alors Marcona, vous dites qu'il faut arrêter les COP? Je dis, il faut arrêter les COP, aller à l'essentiel, mobiliser ces financements pour atteindre l'objectif d'un fonds. Si la solution se retrouve dans le fonds, alimenter ce fonds avec ces financements, ces réunions qui ne servent pour moi à rien du tout. La preuve à Sharm el-Sheikh, la Chine n'a même pas daigné se déplacer. Le président chinois ne s'est pas déplacé. Le président américain est arrivé juste après les élections en mi-mandat. Ça prouve à suffisance. Et combien de dirigeants du G20 se sont rendus en Égypte? Combien? Ils n'étaient pas nombreux. Et pourtant, ce sont eux les grands pollueurs. Alors, on reviendra à la question du financement, parce qu'effectivement, elle est importante. Hérault, je ne sais pas, est-ce que vous partagez l'avis de Marc sur l'utilité des COP? Vous avez certainement été au moins
une d'entre elles. Oui, la dernière à Sharm el-Sheikh en Égypte. Je pense que cette fois-ci, sur ce point-là, on n'a pas la même approche. Vous savez, le simple fait de se regrouper et de discuter déjà, c'est bien. C'est bien, parce qu'il y a un problème qui nous concerne tous. Aujourd'hui, il y a un problème qui concerne le monde entier. Je crois que c'est l'un des points aujourd'hui qui peut réunir autant de personnes. Et déjà, se rencontrer et discuter, comme je l'ai dit, c'est déjà bien. Et je pense que nous, jeunes, l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de notre avenir. Donc, nous devons être des parties prenantes de ces décisions-là. C'est l'une des raisons pour laquelle nous ne cesserons de participer au COP. Maintenant, quant à l'organisation de la COP, quant à son fonctionnement, là aussi, il y a beaucoup de points à revoir. Il y a beaucoup de points à revoir, il faut l'admettre. Déjà, la question des jets privés qui a fait couler beaucoup d'encre. La question du sponsoring avec Coca-Cola, bon, on ne peut pas se dire aujourd'hui qu'il faut arrêter, il faut sanctionner les industries polluantes et percevoir de l'argent de l'une des industries les plus polluantes au monde pour financer l'événement où on doit prendre la décision pour sanctionner ces industries-là. Déjà, c'est paradoxal. Donc, et puis aussi, je pense qu'on n'a pas besoin d'organiser des trucs vraiment grandioses. C'est-à-dire, il faut faire avec les moyens du bord. On n'a pas besoin de mettre des tentes à plus de 100 000 mètres carrés avec des climatisations. Ouais. En fait, bon, moi, quand j'étais à Sharm el-Sheikh, je me suis dit, mais bon, là, on est là pour décider, pour arrêter ça et on est en train de le faire. Donc, il y a énormément de choses à revoir. Mais je pense que, certes, l'approche n'est pas bonne, mais il faut continuer à discuter. Parce que si on rentre dans le jeu pour dire non, il faut arrêter les COP, chacun va rester dans son coin. Et c'est nous, les pays du Sud, qui allons les plus souffrir. C'est nous qui avons besoin de ces discussions-là. Et c'est à travers ces discussions-là que nous percevons à collecter le peu que nous utilisons pour pouvoir nous adapter, pour pouvoir survivre. Donc, Héro, vous dites tout simplement qu'il est important de se retrouver pour discuter parce que c'est de la discussion, du débat que les solutions peuvent sortir. Et puis, Marc, vous dites que c'est l'action. Il est temps d'agir et d'arrêter de discuter parce qu'on a beaucoup parlé. Je pense que c'est la jonction des deux qui peut faire avancer le sujet, mais de façon plus rationalisée et plus pragmatique en allant vers effectivement des solutions. Je vais revenir avec vous sur le financement. Je pense que depuis 2009, on parle du déblocage d'un fonds de quelque chose comme 100 milliards de dollars par an pour aider l'Afrique sur la partie climatique. Et l'un des échecs aujourd'hui de la COP, c'est qu'à ce jour, on n'a pas pu débloquer ce fonds. Quel est votre sentiment même si, entre nous, j'ai l'impression que vous êtes un peu blasé. Mais quel est votre sentiment quand vous savez que cela fait plus de 10 ans que nous essayons de débloquer un fonds sur lequel les parties se sont mis d'accord et pour la préservation du climat, justement, on n'arrive toujours pas à le faire alors que les fonds sont là pour peut-être lancer d'autres projets ou même organiser des COP. Pour aider l'Afrique, je crois que vous venez de sortir le terme, pour aider l'Afrique. Je crois que c'est le sentiment que les autres qui ne sont pas africains ont. C'est-à-dire, est-ce qu'on va débloquer l'argent pour aider l'Afrique? C'est pour ça que depuis la COP de Paris, je me suis dit, il va falloir que les Africains se rendent compte qu'aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. Je vais vous prendre quelques exemples. Est-ce qu'on a besoin de financements extérieurs pour aménager des bassins versants dans des villes qui s'inondent? Est-ce que nos pays n'ont pas suffisamment de moyens pour aménager ces bassins versants? Moi, je viens du Gabon, où la moindre pluie à Libreville, il y a des inondations, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bassins versants. Les quelques bassins versants qui existent ont été financés par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Ça s'est arrêté. Est-ce que nous n'avons pas suffisamment de moyens dans nos pays africains? Je prends l'exemple du Gabon parce que je suis du Gabon. Et le phénomène, vous allez retrouver à Yaoundé, à Kinshasa, partout. Un autre exemple. Nous sommes arrosés par les pluies, nous sommes arrosés par le soleil. En matière énergétique, l'Afrique est le dernier continent et pourtant,
nous avons du soleil. Or, l'arrière-pays est inondé par ce qu'on appelle des groupes électrogènes qui émettent des gaz à effet de serre extraordinaires. Je suis du Gabon avec un réseau hydrographique impressionnant, mais on n'est pas capable, par exemple, d'aménager des micro-barrages qui ne coûtent absolument rien du tout pour alimenter l'arrière-pays, mais on préfère acheter des groupes électrogènes. On abandonne, on néglige le solaire et bien d'autres sources énergétiques. C'est pour dire que les fonds dont on a besoin, ce ne sont pas des fonds pour alimenter les budgets de nos pays, ce sont des fonds pour résoudre des questions climatiques qui se posent. Et par conséquent, si on n'est pas capable de faire un effort soi-même pour résoudre ces petits problèmes, quand ces financements vont arriver, ils vont prendre quelle destination? Est-ce qu'on va se soucier de résoudre les problèmes ou bien ces financements vont suivre des trajets? Nous sommes dans des pays, partout en Afrique, des pays hautement corrompus où la gouvernance est... La population n'a pas de voix. Alors, c'est pour ça que moi, je me pose la question, je me dis, quand l'Afrique tend la main à l'international pour dire qu'il faut déposer 100 milliards de dollars par an, il faudrait que l'Afrique, que les Africains, au niveau de l'Union africaine, qu'on puisse nous dire, dans ces 100 milliards de dollars, voilà la participation, la contribution de l'Afrique. Quelle est notre contribution à cet effort de financement? C'est ce que moi je veux. Parce qu'éternellement tendre la main, alors qu'on est capable de résoudre ces petits problèmes, je dis, il faut arrêter, il faut qu'on arrête. Alors merci beaucoup Marc, parce qu'effectivement, je pense que pour résumer, les problématiques d'Afrique doivent être réglées par les Africains et Africaines, et donc les pays doivent prendre les choses en main et doivent contribuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une problématique mondiale, continentale, mais les solutions doivent être locales. Est-ce que ces solutions locales, est-ce que la COP est un bon contexte pour parler des solutions locales? Est-ce qu'une COP... Si vous le permettez, j'aimerais un peu revenir sur la question de financement, parce que c'est un point qui est vraiment essentiel. Le discours que je vais tenir là, c'est le même discours que je tiens pratiquement devant tous les dirigeants du monde. C'est que ce n'est pas de l'argent que nous commandons, c'est un dû. Je vous dirai pourquoi. Il est question aujourd'hui, ce n'est pas qu'un seul financement de 100 milliards. Je peux vous citer que 3. Il y a la question de l'adaptation, il y a la question de l'atténuation, et tout dernièrement, au niveau de la COP, il a été mis en place un fonds destiné aux pertes et préjudices. Et pour l'adaptation, c'est le plus populaire, c'est la question des 100 milliards. Il faudra mobiliser 100 milliards par année pour aider les pays qui sont les plus impactés. Maintenant, les pays qui sont les plus impactés pour s'adapter, ce n'est pas seulement l'Afrique. Il y a les pays de l'Amérique du Sud, il y a les pays comme l'Haïti, les pays qui sont impactés par les effets néfastes du changement climatique. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Et aujourd'hui, ceux qui devaient mobiliser cet argent-là ont été plus rusés que nous. Ils ont dit oui, vous voulez de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais avant qu'on ne vous donne 1 centime, il faudra nous proposer des projets qui prouvent que vous êtes en mesure de vous adapter. Parce qu'on le sait, on est en Afrique. Nos gouvernants ont d'énormes difficultés pour gérer déjà le budget qu'ils ont. Donc, les pays qui vont mobiliser les 100 milliards ont été très clairs là-dessus. Même s'ils ne veulent pas donner, ils savent que nous ne sommes pas en mesure de produire de vrais projets d'adaptation. Déjà, ils nous ont déjà calé sur un point. On a cherché, on a vu que c'est un peu compliqué. On a mobilisé, je crois, que 23 milliards. Je crois que c'est 2009, ça doit être Copenhague ou autre. C'est que 23 milliards qu'on arrive à mobiliser sur les 100 milliards. Mais Hierro, là, vous êtes en train de plomber le thème d'Ifran Forum quand je dis que l'Afrique prend son destin en main. Il va falloir rectifier là tout de suite. Je suis en train de... C'est juste une précision qu'il faut faire. Non, j'entends, Hierro, ce que vous êtes en train de dire, et c'est vrai, je pense qu'on est dans le cœur du débat, c'est de dire aujourd'hui quelle est notre capacité réellement. C'est-à-dire au-delà de des vœux pieux, quelle est la capacité des pays africains, des gouvernements africains à porter des projets effectivement capables de nous aider à se prendre en main. Je vous laisse continuer. Le second point, c'est la question de l'atténuation. Ça n'a pas marché avec l'adaptation. Il faut le dire. Parfois, il faut le dire. On est allé avec la question de l'adaptation. On s'est rendu compte aussi que non, bon,
l'atténuation. L'adaptation, on n'a pas pu mobiliser les fonds. On dit, mais on va à l'atténuation maintenant. L'argent a été mis sur table. On a eu des problèmes à mobiliser cela. Maintenant, moi, je pense que le problème, c'est à nos niveaux. C'est au niveau des dirigeants, au niveau des pays africains. Mais il faut savoir aussi que cet argent n'est pas de l'argent que nous commandons. Ils nous le doivent. Nous avons une planète en commun. Nous avons la Terre en commun. 2 ou 3 personnes ne peuvent pas se permettre de polluer. Et nous, qui ne sommes en rien responsables de cela, nous allons subir les pires conséquences. C'est comme s'il y a un coupable et il y a un responsable. D'où la question maintenant des pertes et préjudices. C'est un fonds qui a été mis en place lors de la COP. Pour l'anecdote, pourquoi le problème avec les pertes et préjudices a posé problème au niveau de la COP? C'est que les pays européens sont venus toujours avec la même posture. D'accord, il n'y a pas de souci. On va mobiliser ce fonds en cas d'extrême cas. C'est-à-dire, par exemple, au cas du Gabon, si on a des inondations qui sont extrêmes, et après les études poussées, on s'en rend compte que c'est dû au changement climatique, on mobilise ce fonds-là. Parce que la dernière fois au Pakistan, il y avait plus de 300 000 personnes qui étaient impactées. Il y avait des morts, des milliers de morts. Maintenant, on avait d'énormes difficultés pour mobiliser de l'argent. On était obligé de commander de l'argent de gauche à droite. Ils ont dit non, il faut qu'on mette en place un fonds. En cas d'extrême urgence, on utilise cet argent-là pour le mettre dans ce fonds. Maintenant, au niveau de l'Afrique, la poursuite, c'est laquelle? Oh non, au niveau de la COP, je disais. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Nous, on est d'accord. On va mobiliser de l'argent pour les pertes et préjudices. Mais les pertes et préjudices, cet argent-là ira à qui? Ils ont dit oui, cet argent ira aux pays les pays sous-développés. Et il s'est avéré que la Chine bénéficie toujours du statut des pays les plus sous-développés. Et historiquement, la Chine n'est pas le pays le plus polluant. Mais actuellement, la Chine est le pays le plus polluant. Et les puissances européennes ont dit non, on est d'accord pour mobiliser le fonds, mais la Chine qui pollue plus que nous, mais n'a aucun engagement parce qu'elle bénéficie toujours du statut de pays sous-développé, ne doit pas bénéficier de ce fonds-là. C'était ça le problème. Ils étaient d'accord pour mobiliser le fonds, mais ils disent que la Chine ne doit pas bénéficier de ce fonds-là. Et nous aussi, on ne pouvait pas dire que la Chine ne doit pas bénéficier de ce fonds parce que la Chine, c'est un partenaire stratégique à nous. Pour finir, le fonds a été mis en place. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore été défini comment ce fonds allait être mobilisé. Ça, ce sont des zones d'ombre, comme d'habitude. Hein, c'est toujours ça, comme d'habitude. C'est de l'argent qu'ils nous doivent. Ils nous ont lésés. Ils nous le doivent. Et ils savent qu'ils le doivent. Et ils sont en train de mettre des dispositions pour pouvoir le payer. Maintenant, sommes-nous en capacité de recevoir? C'est là maintenant le problème. Bien, je pense qu'on doit quand même clôturer ce panel sur une note positive. Quoiqu'il est compliqué de trouver le positif dans ce qu'on était en train de dire, à part la passion que vous mettez dans vos engagements respectifs et comment vous y croyez. Mais j'ai quand même conclure en vous posant la question, Marcona, que pouvez-vous dire aux Africaines et Africains pour continuer à y croire? Parce qu'il faut qu'on continue à y croire, il faut qu'on continue non seulement à se mobiliser, mais à s'engager, chacun à sa manière, chacun à son niveau, pour pouvoir faire avancer le sujet, parce qu'il s'agit de nos vies, de notre vie, de notre lendemain. Que pouvez-vous nous dire? Ce n'est pas l'Africain lambda qu'il faut sensibiliser. Hein. L'Africain lambda survit. Il veut vivre, comme tout le monde. Les pratiques traditionnelles sont là. Quand on parle de conservation en Afrique, la création des parcs, etc., qui est la première victime? C'est l'Africain. Parce qu'on va lui demander de ne plus intervenir dans telle ou telle zone parce qu'elle est en conservation. Or, quand vous observez des pratiques des populations, aller prélever un gibier pour se nourrir, ne fait pas de lui un braconnier. Aller prélever un arbre pour se chauffer parce qu'il n'y a pas d'autre source d'énergie. Qu'est-ce qu'on voudrait que l'Africain fasse? Je pense que les actes posés par les Africains aujourd'hui dans notre environnement ne sont pas préjudiciables à la protection de l'environnement. Par contre, quand on fait venir des grandes multinationales avec des projets
monoculture, palmier à huile, EVA, ce n'est pas pour les Africains. Les grands bénéfices ne vont pas dans les poches des Africains. C'est pour les multinationales qui vont déposer cet argent dans les paradis fiscaux ailleurs. Quand on fait venir, j'ai toujours posé la question, pourquoi depuis 60 ans qu'on produit le pétrole en Afrique, qu'on exploite nos forêts, nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui les compagnies nationales dignes de ce nom pour remplacer Total, pour remplacer Shell, pour remplacer telle ou telle multinationale, afin que nous sachions nous-mêmes gérer cette exploitation de manière durable. Donc, ce ne sont pas les Africains qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser ceux qui ont le goût de l'argent. Le braconnage n'est pas l'œuvre de l'Africain, non. Le braconnage, c'est parce qu'on apporte un élément financier pour abattre un éléphant. Parce qu'on apporte un élément financier pour abattre un pangolin ou un hippopotame. Quand on va couper le kevazingo, un arbre millénaire, alors que l'Africain, ou bien le baobab, l'Africain n'a jamais touché à ses essences. Mais quand les exploitants forestiers arrivent, parce qu'ils ont besoin du bois, c'est eux qui sollicitent l'abattage de ces espèces. Donc, je suis entièrement d'accord avec le petit frère. Il faut compenser. Encore que les dégâts sur le changement climatique, il n'y a pas que l'Afrique. Nous avons aussi l'Occident qui, quand vous avez les ouragans aux États-Unis et toutes les inondations en France, nous sommes sous le même... on est dans la même maison, embarqués dans la même... Mais il y en a qui essayent de dribbler les autres, mais nous subissons tous les conséquences. C'est pour cela que l'effort doit être un effort collectif et que les Africains, la seule chose que je reproche aux Africains, c'est de penser que la solution à tous ces problèmes viendrait d'ailleurs. Non, non, non. Nous-mêmes, nous avons des solutions entre les mains. Je prends un dernier exemple. Le projet de la Grande Muraille Verte. Il est où aujourd'hui? On en a parlé, le NEPAD, le grand projet NEPAD, avec l'Union africaine. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Nous avons suffisamment de projets, mais qui n'avancent pas, on ne voit pas la concrétisation, mais on a le reflet d'aller au Cap pour dire donnez-nous de l'argent. C'est pour ça que je parle de mendicité. Commençons par résoudre des petits problèmes que nous pouvons résoudre à notre niveau pour montrer l'exemple à la communauté internationale. Très clair, Marc. La solution viendra de chez nous. De chez nous. Elle ne peut de toute façon venir que de chez nous pour être pertinente et puis pour être implémentée. Yero, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africaines et Africains pour garder espoir et pour s'engager davantage? Rassurez-vous, vous parlez d'ondes positives. Tout le combat que nous menons, c'est pour l'Afrique d'abord. Tout le combat que nous menons, c'est pour que l'Afrique puisse y avoir son compte. Et il faut qu'on précise un point. Les autres ont buté, ils sont dos au mur. Ils sont face, ils n'ont toutes les sources d'énergie qu'ils ont utilisées aujourd'hui pour se développer. C'est avéré être la source aujourd'hui des malheurs du monde. Il n'est plus question d'énergie fossile. Il n'est plus question du gaz ou du pétrole. Et ils sont en train maintenant de trouver une alternative. Et cette alternative-là se trouve en Afrique. Nous avons le destin du monde dans notre main. Nous avons tout ce qui est transition énergétique. Tous les grands projets d'envergure de transition énergétique ne sont possibles qu'au niveau du continent africain. Nous avons d'énormément de fleuves. Nous avons d'énormément... Le Sénégal, le pays d'où je viens, on a l'un des temps d'ensoleillement les plus élevés au monde. Nous avons des surfaces, surtout dans les zones montagneuses. Il est possible d'implanter des énergies éoliennes. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir reprendre les choses en main et être devant. Tout se trouve au niveau du continent africain. Au-delà de ça aussi, le message pour terminer, c'est pas seulement parce que le combat, certes, on le mène pour le continent africain, mais on le mène aussi pour l'homme avec un grand H. Il est question aujourd'hui de la survie de l'espèce humaine. Et il est temps de remettre l'homme au centre de nos priorités. Le discours qu'on a tenu au niveau de la COP, c'est que c'est bien beau que chacun essaie de défendre ses intérêts économiques. C'est bien beau de pouvoir défendre son pays. Mais arrivé à un moment, il faut penser à l'intérêt général.
C'est vrai, moi je vis du pétrole. C'est vrai, moi je vis du gaz. Mais est-ce que ma réussite vaut-elle mieux que le malheur de plus de milliards de personnes? Merci pour votre message. Donc, c'est un message d'unité. C'est un appel c'est même pas de l'altruisme parce qu'il s'agit de survie. En fait, c'est un appel à ce qu'on voit un peu plus loin, à ce qu'on ne voit pas juste ce qui se passe aujourd'hui ou demain. Merci beaucoup, Yero Sarr, cofondateur du mouvement Fridays for Future. Merci, Marcona Essangui, fondateur et secrétaire exécutif de Brain Forest. Je retiens, en plus de votre engagement et votre combat, ce que vous faites tous les jours pour faire avancer le sujet. Chacun à sa manière, chacun à son niveau, mais je retiens surtout votre confiance en le continent et votre conviction que les solutions ne peuvent venir que de chez nous et ne peuvent être efficaces que si c'est nous qui nous les implémentons. Merci pour votre attention et je remets bien sûr, non? Et je remets le micro à Maryse pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci.